Bonjour à tous, Véronique Valder, je suis la déléguée générale de la coopérative Le Parc. La coopérative a en charge la gestion des services amenés aux plus de 500 entreprises installées sur les 500 hectares que constituent les parcs Vergalan-Béthune situés à Saint-Ouen-l'Aumône. Nous vous présentons Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Beaune du groupe Midrange. Très heureuse que tu aies accepté notre invitation, Philippe. Alors déjà, pour commencer, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je m'appelle Philippe Beaune, je dirige le groupe Midrange, une entreprise de services numériques qui existe depuis 1993, que j'ai racheté il y a 12 ans maintenant, et qui est une entreprise qui participe à la transformation digitale de différents secteurs, dont un secteur majeur qui est le secteur de l'automobile, qui est en pleine mutation actuellement, et aussi le secteur bancaire, le secteur de la logistique. On est implémenté à Saint-Ouen-l'Aumône depuis 10 ans maintenant, et on est heureux d'être là. Et comment tu es arrivé dans cette activité? Tout d'abord, alors j'ai fait mes études à Dauphine, ensuite j'ai commencé ma vie professionnelle dans la location de matériel informatique, ensuite dans l'édition de logiciels, dans un groupe qui s'appelait PTC qui mettait en place des plateformes de conception assistée par ordinateur dans le domaine de l'automobile et puis de l'aéronautique, pour ensuite travailler dans la finance. J'ai été courtier, je faisais de l'intermédiation bancaire. Ensuite, je suis revenu à mes premiers amours qui est l'informatique. Et après avoir développé 2 entreprises chez mes anciens patrons, eh bien, j'ai monté mon entreprise, la première que j'ai développée il y a 20 ans, qui s'appelle Alternative Partner Solutions. Alors, le déclic, c'est quoi? Tu t'es pas réveillé un matin pour te dire, tiens, allez hop, je vais monter mon entreprise. C'est quoi le phénomène déclencheur qui t'a amené, poussé à créer ta propre entreprise? Parce que j'aime bien travailler en équipe, je suis entreprenant, je suis innovant. Je l'ai d'abord fait dans le cadre d'entreprises où sont mes anciens patrons qui me permettaient de développer ces activités. J'ai lancé une première activité autour de la location très innovante, location courte durée, de serveurs et stations de travail il y a maintenant 30 ans. Et j'ai pris le goût à l'innovation, à la culture d'entreprise, au développement. Ah, donc c'est dans tes gènes, ça, au départ? Oui, j'ai toujours voulu c'est chef dans tes d'entreprise. gènes. Tout à l'heure, tu nous as parlé justement de la transformation digitale. J'aimerais savoir, dans cette situation qu'on a vécue et que nous vivons encore, cette situation quand même assez particulière, la transformation digitale, est-ce que tu arrives à faire bien passer ce message? Et quel est l'intérêt de la transformation digitale pour toi? Comment tu vois? Oui, pour les entreprises, c'est un facteur de performance. Quand les outils sont bien adoptés par les collaborateurs et quand ils sont bien formés, ça permet de réduire de manière significative les coûts d'exploitation de certaines tâches. Et puis ça permet d'améliorer la relation client. Là, c'est complètement évident avec le confinement que les entreprises qui étaient bien préparées, qui savaient télétravailler, qui savaient travailler en équipe en distanciel et qui avaient adopté des outils qui permettent de gérer la relation client à distance, étaient bien mieux préparées que celles qui n'avaient pas une forte maîtrise de leur système d'information et de leur stratégie digitale. Tu as dû avoir quand même pas mal d'appels, non? Peut-être de sociétés qui t'ont dit qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vivre cette période-là? On a eu la chance d'avoir une très grosse partie de notre parc de clientèle qui travaille avec nous depuis des années et qui était préparée. Ils ont mis 15 minutes pour se mettre en télétravail. Une grosse partie de ces activités se fait dans l'automobile. On a eu un autre souci, c'est qu'une grosse partie des clients ont été obligés de s'arrêter pendant près de 2 mois. Néanmoins, ils ont pu poursuivre certaines de leurs activités transverses puisque les systèmes d'information étaient prêts. Il y en a même qui ont fait pendant cette période-là des migrations de systèmes d'information, qui ont adopté de nouveaux outils, de nouveaux logiciels, qui ont profité de l'aide de la Directe dans le cadre du FNE pour former leurs collaborateurs qui étaient en chômage partiel. Et dans ce cadre-là, nous, on s'est adapté pour pouvoir former en distanciel l'ensemble de ces collaborateurs. Donc oui, on a eu des coups de fil, puisque les clients avec qui on travaille depuis longtemps se sont dit qu'ils pouvaient compter sur nous dans le cadre de cette transformation. Donc pour évoluer, pour aller encore plus loin. Pour optimiser ce qui était déjà lancé. Ensuite, deuxième partie de la clientèle, c'est les clients qu'on a migrés typiquement sur des outils Microsoft Teams juste avant la crise. Bon, ceux-là, ils nous ont appelés en nous disant que c'était une bonne idée et que même s'ils avaient été un petit peu longs à adopter, en gros, nos préconisations dans le cadre du télétravail, du collaboratif, etc.,
c'était une bonne chose. Et puis, il y en a d'autres pour qui on a travaillé un petit peu à l'arrache, parce qu'il fallait mettre des solutions en place, des VPN, etc., etc. Et là, on a fait les dépanneurs. Pour ceux que tu as travaillé, comme tu dis, à l'arrache, ça doit être difficile pour les sociétés. Ça veut dire que d'un seul coup, c'était un choc complètement culturel, pratiquement, pour leur entreprise. Oui, c'est des entreprises qui considéraient, par exemple, que c'était impossible de travailler avec des collaborateurs en distanciel et qui, sous l'impulsion de cette crise sanitaire, et parce qu'ils ont une capacité à s'adapter très forte, eh bien, ils se sont rendus compte que c'était des barrières qui étaient plus psychologiques, en termes de non-adoption de nouveautés. Donc là, il faut les accompagner, puisque ce qu'a fait le Covid, c'est précipiter la bascule. On a gagné du temps, on a fait un bond. On en avait perdu beaucoup avant. Et puis là, les outils étaient prêts. On a eu la chance aussi que, les infrastructures techniques, comme celle de Microsoft par exemple, ou de Zoom, ont pu franchir parce qu'ils ont eu des augmentations de 900% de taux d'usage. Heureusement qu'ils avaient installé les data centers avant, il y a maintenant plusieurs mois, pour pouvoir accepter la charge. Heureusement que les réseaux fibrés étaient déployés pour pouvoir accepter la charge, sinon on serait trouvé en rupture de service. Donc tout le travail qui était fait en amont sur les infrastructures techniques, ça a pu bénéficier aux clients. Les clients maintenant adoptent plus facilement des outils, puisque typiquement il fallait communiquer avec les salariés pour la période de crise. Ils ont adopté des outils de télétravail ou des outils qui permettent d'organiser des réunions en distanciel. On a passé, en gros, on a rattrapé peut-être 5 ans d'un coup à travers une adoption massive. Maintenant, ce qu'il faut, c'est poursuivre, former les collaborateurs. Alors justement, j'allais te poser cette question-là. Est-ce que tu n'as pas peur que, voilà, sous la contrainte, les entreprises ont pratiquement été obligées de fonctionner comme ça? Maintenant, il y a moins de contraintes, il va y en avoir de moins en moins. Est-ce que tu penses qu'ils ont été convaincus de l'utilité de ces outils, peut-être pour des raisons de compétitivité ou autres, ou tout simplement pour éviter des déplacements? Alors, dans les grands comptes, c'était déjà accepté, puisque les outils étaient là, qu'ils puissent commencer le télétravail. Ça a été précipité. Même certaines très grandes entreprises, je pense à PSA, ont lancé des signaux forts vis-à-vis de leurs salariés en interne et vis-à-vis de leur réseau de distribution sur l'adoption de ces outils. Puisqu'ils préconisent maintenant d'abord le télétravail et ensuite des réunions en entreprise, pour mitiger les deux. Donc ça, c'est le signal fort des grandes entreprises. Ensuite, il y a les plus petites entreprises, et il y a une adaptation nécessaire en fonction du métier. Il y a des métiers qui sont en face à face, il y a des métiers qui sont en distanciel, il y a des métiers typiquement comme la vente automobile, qui se faisait beaucoup en face à face, et qui se fait maintenant de manière mitigée, en présentiel et en distanciel. Ce qu'on appelle le phygital. C'est un mix entre les deux. Prise de rendez-vous à distance, présentation des gammes à distance, mais aussi réception du client pour pouvoir lui présenter le véhicule, soit en prenant une vidéo, soit en le recevant physiquement dans la concession. Donc typiquement, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est former les collaborateurs, que ce soit des comptables, des responsables après-vente, des commerciaux, des DAF, à l'adoption des outils, à la formation des outils. Et dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé? Oui. Au niveau des réactions? On a été extrêmement étonnés, tout simplement puisque les outils collaboratifs, déjà dans la vie privée des collaborateurs, ils les utilisent. Ils utilisent tous du Facebook, du WhatsApp. Donc typiquement, quand ces outils-là, type Microsoft Teams, arrivent en entreprise, l'adoption, quand la formation est bonne, se fait assez facilement. Et ce sont plus souvent des contraintes d'organisation au sein de l'entreprise qui fait que l'adoption peut être compliquée. Mais on a vu des comptables qui, d'aucune manière, n'auraient jamais travaillé à distance, s'adapter dans l'après-midi pour pouvoir sortir les résultats d'entreprise. Exactement. Puis en plus, ils étaient en clôture de bilan, donc pour eux, c'était vraiment une obligation. C'est clair. Est-ce que ton regard a changé, évolué avec, comme tu le dis, ce bond technologique un peu forcé, mais dont on avait les moyens derrière de l'assumer? Oui, alors, nous, ça nous a permis de mettre en avant nos manières de travailler. C'est-à-dire jusqu'ici, on a une grosse partie des collaborateurs qui sont en télétravail depuis 15 ans. Donc c'est dans nos gènes, mais on faisait du télétravail honteux. On ne disait pas que nos collaborateurs étaient en télétravail
On avait une organisation qui mixait le présentiel et le télétravail. Excuse-moi de t'interrompre, honteux, c'est-à-dire que toi tu pensais que dans les contextes qu'on avait avant, parler de télétravail, c'était pas pertinent. On avait le sentiment que D'accord. les clients nous auraient vus comme une entreprise pas forcément assez impliquée et sérieuse à travailler avec des collaborateurs qui étaient en dehors de l'organisation. De toute façon, vu la manière dont on a organisé le système d'information, que le collaborateur soit chez lui, soit à distance, soit même à l'étranger, il est dans un système qui permet la collaboration, qui permet Exactement. le travail à travers l'outil et la formation qu'il a reçue. Alors, est-ce que tu veux dire par là qu'aujourd'hui, c'est pratiquement honteux de ne pas le faire? Ah ouais, Ça s'est inversé d'une façon si radicale que ça ou pas? Non, ce qu'on est en train de voir, c'est que le digital n'est pas une fin en soi, c'est un outil, c'est un adoptant l'outil pour essayer de mieux travailler, et la problématique à traiter, c'est la transformation. C'est la transformation et l'amélioration des processus, et le digital permet de mieux fonctionner, d'être plus productif, plus collaboratif. Et aussi, il y a une autre partie qui est remontée dans cette période-là où les gens ont pu se poser, c'est l'importance des chiffres, l'importance des données, Ah oui, oui. la protection des données, qui est le patrimoine de l'entreprise, l'utilisation des données, leur bon usage, le fait d'avoir les KPI pour pouvoir savoir précisément où on en est. Comme le choc a été difficile, il faut maintenant que les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi les dirigeants, sachent précisément où ils en sont. Ces outils-là, collaboratifs, participent à la restitution de tableaux de bord qui permettent d'avoir une vue en temps réel et au jour le jour de la performance de l'entreprise. On l'a vu dans le secteur de l'automobile. Il s'est arrêté pendant 2 mois. Oui. Il est reparti. On avait tous une angoisse forte, se demander ce que ça allait devenir. C'est reparti très très fort. Et tous les groupes qui ont ces outils collaboratifs qui permettent de mesurer la performance ont pu avoir au jour le jour l'évolution des courbes. Et ça, c'est un facteur de performance. Alors, là, on va glisser un peu dans notre échange. Certaines personnes, comment je peux expliquer ça? Oui, certaines personnes disent qu'un chef d'entreprise, en fait, c'est comme un iceberg. Il y a la partie que l'on voit, qui a priori est représentative, est à l'image de l'entreprise. Puis il y a toute la partie que l'on ne voit pas. Ce sont les doutes, ce sont les incertitudes, c'est les prises de risques, etc. Comment tu arrives à gérer ton iceberg, toi, entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas? Il y a une partie de représentation qui est l'image qu'on porte du projet, de l'entreprise et des collaborateurs à l'extérieur. Cette partie-là de représentation, elle est clé puisqu'on représente l'image de l'entreprise. Puis ensuite, il y a les projets qu'on mène, les difficultés qu'on peut avoir, l'optimisation du management, etc. Comment tu arrives à gérer tout ça, toi? J'arrive à gérer en transparence avec les collaborateurs, puisqu'on a un management qui est quasiment horizontal dans l'entreprise, en travaillant en mode projet et en étant totalement transparent sur les échecs, sur les prises de risques et sur les projets. Et je le fais de la même manière avec les clients. Et qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Quel est ton moteur? La réalisation des projets, puisque typiquement sur Midrange, on est en train de devenir une belle entreprise de services numériques, avec tout un ensemble Une très belle, devrais-tu dire. Et avec tout un ensemble de nouvelles compétences qui se sont agrégées au fil de l'eau, qui est le conseil, la formation, on est opérateur cloud et réseau, on fait énormément d'infogérance et on est devenu, entre guillemets, un des leaders sur le monde de l'automobile. Eh bien, le projet, il est là. C'est qu'avec les collaborateurs qui sont là en plus depuis très longtemps, qui me suivent sur ce parcours, on puisse partager cette réussite à travers la réussite de nos clients. Le seul moteur, mon seul moteur, pourquoi je me lève le matin, c'est être à même de délivrer de la performance additionnelle aux clients pour qu'ils fonctionnent mieux et qu'on soit dans une pure relation de partenaire. Et qu'on soit heureux de se voir parce que la performance, le choix d'avoir fait confiance en l'entreprise, nous d'avoir fait confiance à nous, a été un facteur de performance et d'évolution pour notre client. Alors, une dernière question. Comment tu arrives à gérer et ta vie privée, un peu de loisirs, oui, un peu de loisirs, et ta vie d'entreprise? Parce que vous, les chefs d'entreprise, vous, les dirigeants, vous avez des temps, on va dire, des temps de présence dans les entreprises ou quand même qui sont assez allongés. Comment toi, tu arrives à gérer tout ça? Parce que je suis particulièrement bien accompagné par ma compagne. Donc ça, c'est le premier conseil que tu donnerais, être bien accompagné. Être bien accompagné. Oui. Pour pouvoir en sortir de l'entreprise, pouvoir partager autre chose ou des décisions à prendre. Donc avoir à côté de soi quelqu'un qui sait ce que c'est que la vie d'entreprise,
qui est à même de le comprendre et qui est fort de conseils. Ça, Et qui c'est est une chose. capable d'entendre que tu arrives le soir à 21h ou 22h. Qui comprend notre rythme D'accord. particulier, forcément. Et puis avoir une vie de famille équilibrée, des loisirs et des amis qui n'ont absolument rien à voir avec le périmètre de l'entreprise. Comme ça, tu peux Pour voir pouvoir se autre chose. ressourcer, absolument. Je t'ai réservé une petite surprise. Tu vois, dans ce récipient, il y a des petites questions. Des petites D'accord. questions que les gens se posent beaucoup. Alors, t'en tires une au hasard Alors, et tu y réponds. si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu demanderais? Voilà. Ah, que mes enfants aient une magnifique vie. Mais je te remercie beaucoup, Philippe, pour ce témoignage. Et puis, je vous dis à très bientôt